Bonjour amis camping-caristes. Le but de cette vidéo n'est pas de vous imposer quoi que ce soit, mais vous permettre une approche différente de compréhension de la fonction, de la mise en place et fonctionnement d'un chargeur DC-DC par rapport à la batterie cellule située derrière. J'aborderai les différents éléments situés dans le circuit, à commencer par l'alternateur, puis les batteries, ensuite les modules de gestion électrique de la marque CBE et fonctionnement de leur coupleur séparateur pour aborder la mise en place d'un chargeur DC-DC sur quelques modèles de CBE. Je suis navré pour ceux qui possèdent d'autres tableaux de gestion électrique. Maintenant, la démarche reste la même. L'alternateur, je ne parlerai que de ce qu'il produit à la sortie de sa régulation sans entrer dans les détails. Tout d'abord, parlons de tension en volts appelée U. Un alternateur fournit une tension située entre 13,2 volts et 14,8 volts. Retenez bien ces chiffres. Ensuite, la production de courant de charge est l'intensité exprimée en ampères-heure appelée I. Cette intensité de production va varier en fonction de la vitesse de votre moteur. Comme vous pouvez le voir sur cette courbe, plus votre moteur tourne vite, plus l'alternateur peut fournir d'intensité. Donc, c'est le régulateur de l'alternateur qui décidera de ce qu'il peut fournir au maximum en ampères-heure. Tout cela, vous le comprendrez bien, va avoir une incidence sur la charge de votre batterie. Exemple, vous roulez à un régime moteur où votre alternateur peut fournir 80 ampères. Ce qu'il restera pour la charge de votre batterie, 80 ampères moins les ampères consommés pour la recharge de la batterie porteur, moins la consommation d'énergie pour le porteur, phare, électronique, etc., moins la consommation de vos appareils de cellules, frigo, lumière, chauffage, etc. Donc, il ne restera peut-être que 20 ampères pour la recharge de votre batterie cellule. Parlons maintenant des batteries à décharge lente, de leur tension et intensité de charge maximale pour leur éviter d'un vieillissement prématuré. Les AGM, la tension de charge idéale se situe entre 14,2 et 14,6 volts. Les GEL, la tension de charge idéale se situe entre 14,1 et 14,4 volts. Les lithium, la tension de charge idéale est de 14,2 volts. Vous vous souvenez que je vous ai dit que les alternateurs fournissaient une tension située entre 13,2 volts et 14,8 volts. Par conséquent, si ces variations de tension d'alternateur n'ont pas beaucoup d'incidence pour les batteries AGM ou GEL, cela peut devenir problématique pour la durée de vie des batteries lithium. Parce que si votre alternateur envoie 14,8 volts sur votre batterie lithium, celle-ci risque de ne pas trop apprécier dans le temps. Rassurez-vous, le BMS, électronique de gestion de la batterie, veillera plus ou moins au grain en bloquant la charge en cas de surtension persistante sur les cellules. Pour les intensités de charge, c'est une autre histoire. L'intensité optimum de charge des batteries AGM et GEL doivent être égales à 10% de leur capacité. Pas d'inquiétude, elles supportent des intensités plus élevées, mais en perdant des jours de vie. Ainsi, une batterie AGM ou GEL de 200 ampères ne devrait pas recevoir en charge continue une intensité supérieure à 20 ampères-heure. Pour les batteries lithium, fantastique. Elles acceptent une intensité de charge pouvant aller jusqu'à 80% de leur charge nominale, soit une batterie de 200 ampères-heure accepte sans problème 160 ampères-heure de charge. Je tiens à ouvrir une petite parenthèse, même une très grosse parenthèse. Pour les batteries lithium, attention à ce que peut donner votre alternateur. Ainsi, un alternateur pouvant fournir 200 ampères-heure pourra recharger une batterie lithium de 100 ampères-heure sans souci. Là où les choses se corsent, il ne faut surtout pas mettre une batterie de 200 ampères-heure derrière un alternateur ne pouvant pas fournir moins de 400 ampères-heure. Sinon, vous risquez de brûler votre alternateur. N'oubliez pas que votre alternateur, même de 200 ampères-heure, produit du courant pour d'autres équipements, donc sa charge disponible est plus faible. Dans ce cas, il sera impératif, si votre alternateur n'a pas de limiteur de courant, d'installer un chargeur DC-DC ou un limiteur de courant en le choisissant en fonction de la charge maximale qu'il pourra fournir par la formule de Imax de l'alternateur divisé par 2. Donc, si votre alternateur peut délivrer 140 ampères-heure, il faudra choisir un DC-DC de 70 ampères-heure maximum. Et attention, les câbles, les fusibles devront être mis en conséquence. Maintenant, abordons le fonctionnement des tableaux de gestion électrique pour recharger nos batteries cellules. Cela n'est valable que pour les campings
camping-car n'ayant pas d'alternateur dit intelligent. Mais je ferai une parenthèse à leur sujet parce que cela les concerne également dans une autre mesure. Je prendrai en exemple quelques modèles fournis par CBE, mais cela reste applicable avec d'autres. Sur ces DS300, nous pouvons voir que la batterie porteur est reliée à la borne B1 et la batterie cellule en B2. Sur ce modèle, de gauche, nous voyons un relais qui servira de coupleur séparateur et à droite, pas de relais, parce que celui-ci possède sans aucun doute un ou deux relais sécurité séparés ayant la même fonction que le premier relais visible sur la carte de gauche. Il en est de même toujours sur ce DS300 où la batterie porteur n'est plus reliée au tableau électrique. Si nous regardons un DS470, nous nous retrouvons dans la même configuration avec la batterie porteur reliée en B1 et un relais de couplage batterie ici. Voyons schématiquement comment cela fonctionne. Lors de la mise en fonction du moteur de notre camping-car, le relais se ferme et envoie son courant de charge à la batterie cellule. Ce principe fonctionne sur la même idée que lorsque nous mettions deux batteries en parallèle afin d'avoir plus d'énergie pour notre cellule. Rappelez-vous que si nous mettions deux batteries en parallèle pour notre cellule, il fallait que celle-ci soit du même âge, de la même capacité et tension. Cela n'était pas dû au hasard, ni une envie commerciale de vous faire remplacer vos deux batteries si l'une présentait des faiblesses. Le but est que l'une ne se décharge pas dans l'autre en fonctionnement, donc que leur usure soit identique. Que nous enseigne la méthode de Kirchhoff? Je vous éviterai la démonstration mathématique sur les générateurs mis en parallèle. Elle nous apprend que suivant la tension fournie et leur résistance interne, et les courants produits ne seraient pas égaux. Que leur différence de tension de sortie provoquerait un échauffement du câble les reliant. Cela serait peu, mais suffisant pour déclencher un écrouissage du cuivre du câble, augmentant sa résistance interne jusqu'à la fonte de ce câble dans le temps. Et le deuxième risque, voir le générateur produisant la tension la plus faible se détériorer. Donc, comme pour les batteries en parallèle, si l'on souhaite mettre deux charges en parallèle, il faudrait que celles-ci soient strictement identiques. Même tension, même intensité de charge, même résistance interne. Cela étant fort improbable, je ne dis pas que cela ne fonctionnerait pas, mais que le risque d'incendie doit nous faire oublier l'idée. Ainsi, mettre un DC-DC en parallèle avec un alternateur ou mettre deux DC-DC en parallèle, il ne faut pas. De plus, la tension de charge sur la batterie serait supérieure à la tension préconisée pour les batteries lithium. Par conséquent, si vous souhaitez installer une batterie lithium, vous devrez effectuer certaines modifications. La première sera de repérer le relais de couplage de la batterie porteur à votre batterie cellule et de le supprimer. De choisir le DC-DC adapté à votre alternateur et à la charge que vous souhaitez dans la limite de la batterie. Cela afin de régler le problème des différentes tensions et courbes de charge non identiques entre les générateurs. Évidemment, en prévoyant les câbles adaptés et fusibles. Si vous avez un alternateur intelligent, vous avez déjà un DC-DC. Si vous souhaitez plus de courant de charge, vous devez simplement le remplacer par un plus puissant en vérifiant que les câbles en place peuvent supporter la nouvelle charge et remplacer les fusibles par d'autres adaptés à la nouvelle charge. Pour finir, voici un exemple de schéma d'installation d'un DC-DC sur un CBE 300 TR 2090-50. Bonne route à tous.